radiocultura.eus. Les femmes doivent atteindre encore plus de 130 ans avant de connaître un monde égalitaire. Et ça, c'est le Forum économique mondial qui le dit, selon son rapport annuel de 2024 sur les inégalités femmes-hommes dans le monde. 130 ans d'attente. Et si l'on se rassemblait pour faire de ce futur lointain une réalité dès demain ? La Bulle, un voyage immersif pour les droits des femmes. Un podcast participatif confectionné par Lulu, Femmes engagées avec vous. Série axée à la santé pour toutes, les maladies gynécologiques, le cas de l'endométriose en 4 épisodes. Année 2025, la Bulle part en reportage. Immersion dans la douleur de l'endométriose. Chapitre 2. La Bulle. Avant d'entrer dans le vif du sujet, la Bulle, savez-vous que l'endométriose ne se guérit pas aujourd'hui ? Les recommandations de bonnes pratiques de la Haute Autorité de Santé de décembre 2017 parlent de 2 techniques à recommander utilisées au regard des symptômes de chaque personne en termes de traitement. Les traitements hormonaux pour réduire les lésions d'endométriose, freiner l'évolution de la maladie, diminuer les symptômes. En gros, ces traitements hormonaux, ils suppriment les règles. On peut y ajouter des antalgiques et des anti-inflammatoires si besoin. Mais il ne faut pas les utiliser au long cours. La deuxième technique, c'est la chirurgie, notamment en cas d'endométriose douloureuse non contrôlée par le traitement médicamenteux et lorsque l'endométriose est sévère. Cette chirurgie est quand même d'une complexité importante et nécessite une collaboration multidisciplinaire étroite entre chirurgiens gynécologues, digestifs et urologues pour que les résultats soient optimaux. Et ça, c'est le professeur François Golfier, chef de service chirurgie gynécologique et oncologique du CHU de Lyon-Sud, qui le dit. En tout cas, il existe de nombreux mécanismes différents qui peuvent causer la douleur de l'endométriose, on l'a dit tout à l'heure, et les différents types de douleurs répondront à différents types de traitements. Selon la journaliste Léa Polverini, qui fait état des constats de Cathy Vincent, professeure associée à l'université d'Oxford et qui est spécialisée dans la douleur et l'endométriose. La chirurgie est un outil important mais qui doit être utilisé avec discernement et dans le cadre d'un traitement personnalisé, dit-elle. Voilà, et parallèlement, il y a des options thérapeutiques non médicamenteuses qui peuvent améliorer la qualité de vie, l'ostéopathie, l'acupuncture, la sophrologie, l'hypnose, la kinésithérapie viscérale, mais aussi le yoga. Ce sont des exemples. On parle aussi de l'alimentation anti-inflammatoire, de la phytothérapie, qui peuvent être pratiquées. Il n'y a pas vraiment d'études scientifiques suffisantes qui prouvent leur impact sur l'évolution de la maladie, mais en tout cas, ça marche dans les témoignages. Puis pour les cas d'infertilité, qui concernent, pour rappel, seulement 40% des personnes atteintes, une assistante médicale à la procréation peut être proposée. Bref, ce qu'on remarque, c'est qu'aujourd'hui, il y a une ouverture à une prise en charge beaucoup plus pluridisciplinaire. Le développement de partenariats avec la médecine de la douleur, des ostéopathes, des kinés, etc. On s'oriente vers un modèle thérapeutique au long cours. Ça, c'est la chercheuse en sociologie Anne-Charlotte Millepied, dont j'ai déjà parlé, qui le dit. Et en France, des filières endométriose s'organisent sur les territoires. Depuis 2019, ces filières ont été annoncées par Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Et elles ont été reprises dans la stratégie nationale de lutte contre l'endométriose 2022-2025 que j'ai déjà citée. L'idée, c'est d'avoir un réseau de soins, une offre coordonnée sur les territoires, un parcours organisé gradué. Ces filières devaient être opérationnelles toutes dès 2023, mais en vrai, certaines sont encore en construction dans certaines régions. Du coup, la Bulle, pour explorer l'évolution de cet accompagnement autour de la maladie, je vous propose une immersion au sein d'un hôpital de jour, douleur et endométriose dans la clinique Bellara à Bayonne. Et pour tout vous avouer, cette immersion, elle me concerne. Je vous l'annonce enfin. Même si, Mel, dans l'épisode du témoignage, vous avez donné un indice. Je suis admise dans cet hôpital de jour pour être accompagnée autour d'un traitement anti-inflammatoire sur différentes dimensions. La question des traitements médicamenteux et non médicamenteux. Mais je vous amène avec moi. Aujourd'hui, on plonge au cœur de la douleur de la maladie. Me voici arrivée au sein de la clinique Bellara à Bayonne, où je suis admise donc en hôpital de jour endométriose et douleur. Voilà, donc là j'ai passé la porte, je vais aller à la recherche du service. Allez, c'est parti. Donc du coup, vous allez le voir, mais je vais rencontrer d'abord l'infirmière coordinatrice de l'hôpital de jour, ensuite une diététicienne pour aborder l'alimentation anti-inflammatoire,
puis une infirmière spécialisée dans la douleur, pour connaître les traitements médicamenteux et non médicamenteux dont j'ai parlé. Je vais revoir ma gynécologue aussi pour faire un point global sur le diagnostic. Puis après, je vais avoir une séance d'ostéopathie, donc autour de techniques de bien-être, de gestion de la douleur, etc. J'ai aussi une consultation avec une psychologue. Et puis, il va y avoir une séance de groupe avec une médecin hypnothérapeute dans un second temps. Mais je vous en parle plus tard, vous verrez bien. Bonjour. Bonjour, je suis une infirmière coordinatrice à la clinique Bellara et je m'occupe de l'hôpital de jour qui accueille des patientes atteintes d'endométriose pour un suivi pluridisciplinaire. Moi, je m'occupe de toute la partie organisationnelle, coordination entre les intervenants et les patients. Je vais vous installer dans une chambre, dans le service d'hospitalisation, une chambre pour que vous ayez un lieu intime dans lequel chaque intervenante viendra vous voir pour chaque consultation. Moi, je passerai vous voir entre deux si besoin. J'aurai aussi la possibilité de vous offrir un café ou un thé si vous le souhaitez. Et donc, ça sera la diététicienne que vous verrez en premier dans cette chambre. Bonjour, je suis la diététicienne de l'hôpital de jour. Je m'occupe aujourd'hui des patientes atteintes d'endométriose pour leur expliquer comment l'alimentation peut venir les aider pendant leur cycle de douleur, pendant les crises et du coup venir essayer de les soulager grâce à l'alimentation. Et du coup, on va commencer à essayer de voir ce qu'on va favoriser dans l'alimentation anti-inflammatoire, qui est l'alimentation la plus adaptée dans l'endométriose. Parce que comme je viens de vous expliquer, l'endométriose crée de l'inflammation qui favorise les douleurs. Donc nous, on va essayer de venir un peu court-circuiter ce cercle vicieux d'inflammation avec des aliments anti-inflammatoires, où du coup ça va venir vraiment limiter l'oxydation du corps qui crée cette inflammation. L'alimentation anti-inflammatoire, on trouve beaucoup de choses autour de tout ça, surtout sur les réseaux, sur internet. C'est simplement une alimentation équilibrée qui se base sur une alimentation méditerranéenne. D'accord ? Donc riche en fibres, en antioxydants, qui limite la viande rouge, en tout cas les graisses saturées, qui entre guillemets c'est les mauvaises graisses. Donc on va essayer de favoriser tout ce qui sera anti-inflammatoire dans notre alimentation équilibrée. Donc déjà là on voit la pyramide de l'alimentation anti-inflammatoire. On voit déjà au socle de la pyramide que c'est une alimentation qui est quand même très conviviale, c'est-à-dire que vous avez le droit de manger avec monsieur et madame tout le monde, vous allez manger comme tout le monde. C'est vrai que on va se dire peut-être que j'aurai pas le droit, peut-être que ça serait interdit, mais il n'y a pas d'interdit dans l'alimentation anti-inflammatoire. C'est vraiment à votre propre tolérance, c'est vraiment en fonction de vos douleurs. Par exemple, si vous sortez boire un verre en ville avec peut-être une planche de charcuterie, quelque chose d'inflammatoire, dites-vous, est-ce qu'aujourd'hui j'ai eu des douleurs? Est-ce que récemment j'ai eu des douleurs? Est-ce que je sais que ce plat va me créer des douleurs? En fonction de votre tolérance, oui, non. Vous pouvez choisir votre alimentation du moment. S'il n'y a pas de douleur, faites-vous plaisir, il n'y a pas de souci. Par contre, s'il y a eu des douleurs, essayez de partir sur des choses un peu plus anti-inflammatoires. D'accord ? Effectivement, j'ai beaucoup de patientes qui me disent du coup, je peux pas manger comme tout le monde, il va falloir que je me fasse un autre plat que celui de la famille. Non, c'est tout à fait possible de manger comme tout le monde et de l'intégrer à la famille au quotidien très facilement. De façon générale, on va déjà commencer par majorer l'hydratation. Donc vous, au vu de ce que vous m'avez expliqué, l'hydratation a l'air correcte, mais effectivement, plus on boit, mieux ça sera parce que ça va venir limiter l'inflammation dans le corps. Ok, on va essayer de rester sur de l'eau plate, voire gazeuse, essayer de limiter tout ce qui sera sirop, soda, les boissons sucrées en général qui sont inflammatoires. Donc effectivement, plus on sera sur des choses naturelles, si je peux parler comme ça, de l'eau plate, de l'eau claire, des infusions, du thé, à la limite du café, mais en petite quantité. Il y aura pas de problème. Je parle de petite quantité pour le thé et le café parce qu'on va essayer de respecter l'équilibre alimentaire qui conseille d'avoir seulement 2 tasses de thé et ou café par jour. Ça fait peu en fonction de notre rythme de vie actuel, de la société qui nous favorise la prise de café, etc. Mais effectivement, le café à excès ou le thé à excès peuvent créer vraiment de l'inflammation. Donc on va essayer de limiter au maximum, réfléchir à ceux qui sont vraiment indispensables. De façon générale, ça va être vraiment votre socle alimentaire au quotidien. Donc vraiment majorer tout ce qui est fibreux, type les fruits, les légumes, avec aussi des sources de féculents riches en fibres, comme vous avez très bien dit tout à l'heure, tout ce qui sera pâte complète, farine complète, pain complet, riz complet, etc. Pourquoi ? Parce que les fibres vont venir adoucir l'inflammation.
Ça va pas la réduire, ça va pas l'éliminer, mais ça va vraiment venir aider à l'adoucir. Donc effectivement, plus vous aurez de fibres dans votre alimentation au quotidien, donc midi et soir, voire dans vos collations et petits déjeuners, mieux ça sera pour vous. D'accord? Donc les fibres, on en a dans les fruits et les légumes, les produits céréaliers, mais les fruits et les légumes, ça vous apporte aussi des antioxydants, des vitamines, des minéraux, qui sont vraiment très importants, et les antioxydants, c'est des anti-inflammatoires. Donc plus vous aurez de fruits et de légumes dans votre journée, dans votre quotidien, mieux ça sera, et plus vous serez dans une alimentation anti-inflammatoire. Ce qui est très important aussi, c'est de majorer les oméga 3. C'est entre guillemets les bonnes graisses que l'on trouve dans les huiles de lin, de chanvre, de noix, des huiles qui ne se cuisent pas, donc plutôt les consommer en cru. Donc plutôt dans des salades, etc. Pourquoi? Parce que les oméga 3 vont vous apporter des EPA-DHA qui sont anti-inflammatoires. Donc ça, c'est tout à fait intéressant. EPA-DHA, c'est une molécule qu'on trouve dans l'oméga 3 qui a des avantages anti-inflammatoires. On peut aussi trouver des oméga 3 dans les oléagineux, type les noix crues principalement, mais aussi les amandes, les noisettes, les noix du Brésil, etc. On compte aussi les avocats qui sont riches en oméga 3. Donc voilà, s'il n'y a pas forcément des huiles crues, essayez d'avoir au moins une poignée d'oléagineux dans votre journée. En termes d'épices, d'aromates, etc., on trouve aussi des choses très intéressantes, surtout dans les épices avec les plus connus, c'est le gingembre et le curcuma que vous pouvez introduire dans votre repas, mais aussi en infusion, par exemple, qui sont très intéressants. On a tout ce qui sera le thym, la citronnelle aussi qui va venir vous aider. Donc n'hésitez pas à majorer tout ça. Faire attention aux épices fortes qui vont, elles, être un peu inflammatoires, d'accord, qui vont un peu brûler, comme ça chauffe dans la bouche, mais ça chauffe aussi dans le corps. Donc tout ce qui sera piment, curry fort, etc., peut-être à limiter. Et je voulais finir sur l'oignon et l'ail qui ont des propriétés anti-inflammatoires, mais il ne faut pas non plus en abuser, pas en excès. Sinon, vous pouvez favoriser des ballonnements et favoriser l'inflammation. Donc effectivement, plutôt cuit en petits morceaux et peut-être pas au quotidien, ça sera plus intéressant pour vous. D'accord ? Je fais un point sur les produits laitiers. Vous m'en avez pas forcément trop parlé, mis à part votre boisson végétale du matin. Comme on a expliqué, ce n'est pas un produit laitier en soi. Il y a une étude qui est sortie récemment qui montre que 2 à 3 produits laitiers par jour aideraient à limiter les douleurs de l'endométriose. On est plutôt quand même sur des produits laitiers maigres, c'est-à-dire pauvres en matière grasse. On n'est pas obligé d'aller directement sur du 0%, mais plutôt des yaourts blancs nature, du fromage blanc nature, pas forcément avec du sucre ajouté, des arômes. Donc on va être plutôt sur des yaourts blancs, des petits suisses, etc. Ce qui est intéressant, c'est que ça vous apporte aussi beaucoup de protéines. Si vous tolérez mal le lait de vache, il n'y a pas de problème pour partir sur des laits de brebis, lait de chèvre, etc. Vous m'avez dit que le fromage, par contre, vous le mettiez pas trop de côté pour le moment. Il y a aucun problème là-dessus, d'accord ? Dans l'équilibre alimentaire, on conseille quand même de le garder au moins une fois dans la journée, d'accord ? Je dis ça souvent à mes patientes, ça les fait rigoler, mais je vous conseille de ne pas manger quand même le camembert en entier. Mais effectivement, un bout de fromage dans la journée, il n'y a pas du tout de problème là-dessus. Plus vous serez sur des pâtes dures, moins il y aura de lactose, donc mieux ça sera toléré. Au niveau des protéines, donc on en a un peu dans les produits laitiers, comme je vous disais, mais on va essayer de favoriser des produits maigres, c'est-à-dire, encore une fois, pauvres en matières grasses saturées, entre guillemets, c'est mauvaise graisse, pour que vous puissiez faire un peu le clivage. On va essayer d'être plutôt sur des viandes blanches, de la volaille, des œufs, du poisson blanc. On va être sur les légumineuses aussi qui sont très intéressantes. Je fais un petit point au niveau des poissons. Les petits poissons gras type sardines, anchois, maquereaux seront très intéressants au niveau des oméga 3. Ça vous en apporte. Donc au moins une fois par semaine, c'est très intéressant. On va quand même faire attention au niveau des gros poissons gras, à l'inverse, type saumon, truite, thon, qui eux sont intéressants, mais ils ont quand même beaucoup plus de matière grasse et ils sont bioaccumulateurs. Je vous explique juste après, ça veut dire qu'ils vont être beaucoup plus riches en perturbateurs endocriniens. Tout ce qui sera à limiter, ça sera tout ce qui sera inflammatoire, du coup, donc riche en matière grasse saturée, tout ce qui sera industriel, déjà prêt, tout ce que vous pouvez acheter dans le commerce et le manger directement ou simplement le réchauffer et le consommer. Toutes les fritures, chips, frites, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi ? On peut avoir tout ce qui sera churros, les cordons bleus, les poissons panés, tout ce qui sera frit, industriel, tout ça, ça sera vraiment à limiter parce que du coup ça favorise l'inflammation. On va avoir aussi tout ce qui est charcuterie, ce genre de choses, viande très grasse qu'on va essayer de mettre de côté. En tout cas, limiter à 1 fois par semaine max. Au mieux, c'est 1 fois tous les 15 jours.
On va aussi supprimer, ou en tout cas limiter au maximum, tout ce qui sera sucrerie industrielle. Les pâtisseries que vous faites maison, il n'y a pas de problème, parce que vous pouvez contrôler un peu le sucre, le gras que vous mettez dedans. Il en faut du sucre et de la matière grasse. Mais par contre, effectivement, on va essayer de limiter tout ce qui sera vraiment très industriel, ou en tout cas gras et sucré, type pâtisserie, viennoiserie, etc. Ok ? Et si vous avez envie de sucrer, n'hésitez pas à aller, comme vous disiez tout à l'heure, sur du chocolat ou des céréales, des mueslis, des choses un peu plus naturelles que le côté industriel, mais il y a tout à fait le droit. Après, on va essayer de faire attention surtout à ne pas se priver non plus. Parce que plus on va se priver, plus on va se frustrer, et là il y aura aussi un système d'inflammation dans le corps, mais par frustration, d'accord ? Donc on va essayer de pas non plus majorer ça. Et donc effectivement l'alcool c'est inflammatoire, donc c'est des produits justement que je vais vous expliquer juste après. C'est des produits qu'on va essayer de mettre de côté. Ce n'est pas interdit de boire un verre de temps en temps, mais effectivement moins la consommation sera fréquente, mieux ça sera pour vous, pour votre endométriose. Je reviens juste sur le lactose et le gluten qui souvent sont incriminés. Chaque diète a sa façon, sa vision de la diététique, sa vision de l'alimentation. Pour moi, je n'ai pas envie de vous supprimer quelque chose, surtout si vous l'appréciez. Par exemple, le fromage, je sais que vous l'appréciez, donc j'ai pas envie de vous dire on supprime. Au contraire, on va essayer de surtout vérifier votre tolérance. C'est-à-dire que peut-être que un bout de fromage, ça va passer, mais 2 bouts de fromage, ça sera trop. D'accord ? Donc c'est vraiment dans ce sens-là, tout comme le gluten. Moi, si vous le tolérez, que vous ne remarquez pas qu'il y a une différence de digestion entre le moment où vous en mangez et le moment où vous en mangez pas, je pense sincèrement qu'on va pas aller se compliquer la vie, à se frustrer aussi, parce qu'il y a des aliments peut-être que vous aimez bien, peut-être le pain, généralement c'est ça qui est difficile à supprimer quand on limite le gluten, même s'il y a d'autres sources de pain sans gluten, mais voilà, on va d'abord vérifier sa propre tolérance avant de supprimer quelque chose. Et du coup, le pain complet, pain au maïs, c'est mieux que le pain blanc, etc. Alors ça, de manière générale, même hors endométriose, ça sera toujours mieux de prendre du complet, voire des pains de seigle, des pains d'épeautre, des choses vraiment un peu plus travaillées avec de la farine moins raffinée, puisqu'en fait ça va venir vraiment vous aider au niveau de la digestion, au niveau du transit, et ça va vraiment aider votre flore intestinale aussi. D'accord ? Je voulais finir sur vos troubles du transit au niveau de la constipation. Quand vous êtes constipé, majorez les fibres. D'accord, donc fruits, légumes, céréales complètes, etc. Les fibres vont vous aider à aller à la selle plus facilement. Au niveau de l'inverse, au niveau de la diarrhée, au contraire, c'est ce qu'on va essayer de limiter, les fibres, d'accord ? On va être plutôt sur manger des pâtes, du riz, la banane à la limite, des carottes cuites maximum au niveau des fruits et des légumes. Pourquoi ? Parce que du coup, on va essayer de limiter le transit, on va essayer de vous constiper, entre guillemets, pour que le transit revienne à la normale. Donc c'est vrai que on va essayer de faire ça. Par contre, le problème dans l'endométriose, c'est que dans la même journée, on peut avoir les deux. C'est ça qui est le plus dur à gérer. Donc encore une fois, là, c'est à vous au quotidien de savoir justement quoi favoriser, qu'est-ce qui vous majore le transit. J'ai certaines patientes qui vont me dire, ce fruit va me majorer le transit, donc je le mets de côté. Ou au contraire, ça me constipe. Et donc voilà, on essaie de, à votre tolérance, vérifier comment vous tolérez tout ça. D'accord ? Je vais finir sur les perturbateurs endocriniens. Simplement faire attention à ne pas être en contact de trop avec ces perturbateurs qui vont venir vraiment influencer l'action de vos hormones. Donc déjà que vous avez une maladie inflammatoire et hormonale, on va essayer de limiter au maximum. Donc quelques conseils, évidemment, il y en a encore beaucoup plus que ce que je vais vous dire, mais déjà si vous commencez par ça sera déjà énorme. Déjà essayez de limiter au quotidien vos expositions aux polluants, à la maison, au travail, etc. Au niveau de l'alimentation, je vais essayer de vous donner quelques pistes. Donc déjà, toujours bien laver et éplucher vos fruits et vos légumes, d'accord, qu'ils soient bio ou non. Toujours bien laver et les éplucher, parce que tout comme malheureusement les vitamines et minéraux, les perturbateurs endocriniens se logent sous la peau. Donc toujours bien les éplucher. On essaye d'éplucher simplement la peau, pas trop une partie de l'aliment, parce que sinon on perd quand même pas mal de vitamines et minéraux. Mais déjà, ça viendra aider au niveau de cette consommation limitée. Je ne prône pas le bio, simplement j'explique que dans certains cas, il y a des avantages au bio qui fait attention à ces perturbateurs endocriniens, généralement.
Si on n'est pas forcément bio au quotidien ou qu'on n'a pas forcément le budget, on peut très bien aller sur des choses labellisées. Le bleu blanc cœur, principalement pour les oméga 3. On les trouve surtout dans les œufs, les produits laitiers, etc. Mais ça peut être aussi le label rouge, ce genre de choses. Effectivement, tout ça, ça viendra limiter déjà votre consommation brute, si on peut appeler ça comme ça, de perturbateurs endocriniens. Au niveau des perturbateurs endocriniens, ils se logent dans les graisses animales qui sont composées de graisses saturées qui fixent ces perturbateurs endocriniens. Donc là, on a un petit cercle vicieux. C'est pour ça aussi qu'on vous conseille de limiter au mieux les graisses animales, donc les graisses saturées, pour ne pas en avoir de trop. Je reprends l'exemple du saumon de tout à l'heure. Puisque c'est un gros poisson gras, il accumule des perturbateurs endocriniens et puis à la fin, ça finit dans votre estomac. Donc ça va être pareil pour la viande rouge, les graisses saturées, les charcuteries, etc. Donc c'est pour ça qu'on va essayer de les limiter à 1 fois par semaine au mieux. Les cuissons peuvent aussi favoriser l'apport de perturbateurs endocriniens avec les particules néoformées. Ces particules se créent lors des cuissons agressives, c'est-à-dire barbecue, sauté à la poêle, grillé, ce genre de choses. Donc effectivement, on va être plutôt sur des cuissons douces au quotidien, papillotes à l'étouffer, mijoter, ce genre de choses qui vont vraiment venir vous aider à limiter ces perturbateurs endocriniens. On a aussi la cuisson à basse température. J'insiste pas trop parce que c'est une cuisson qui prend du temps, donc c'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de si vous avez le temps de cuisiner avec cette méthode-là, qui est quand même très intéressante au niveau de l'endométriose. Je finis sur le plastique, qui est un des plus gros perturbateurs endocriniens de notre alimentation. On va essayer de limiter au maximum tout ce qui est boîte plastique, gobelet en plastique, film plastique, bouteille en plastique, etc. pour vraiment limiter le contact entre l'aliment, qui soit sec, cru, cuit, avec le plastique, parce qu'il y aura toujours un échange avec l'aliment, et du coup le plastique se retrouve dans le produit que vous allez manger. Donc effectivement, on essaie de limiter ça, et pour le limiter, on va aller partir plutôt sur du verre ou de l'inox au quotidien. Je fais un petit point pour aller plus loin. Sur l'inox, on va essayer de favoriser l'acier inoxydable dans nos poêles, nos casseroles, pour limiter le revêtement type Tefal, le revêtement anti-adhésif, qui est composé principalement de perturbateurs endocriniens. Donc, encore une fois, ponctuellement, il n'y a pas forcément de souci, mais quotidiennement, là, ça peut devenir un problème. Donc, plutôt passer sur des poêles, des casseroles en inox, en fonte, ce genre de choses, où c'est beaucoup plus clean au niveau de la composition. Donc nous, on a fini ensemble. Je vous laisse attendre mes prochaines collègues, d'accord ? Et puis, je vous souhaite une bonne matinée. Merci. Voilà, donc là, je viens de voir l'infirmière, donc ça s'est bien passé. On a pu reprendre la question du traitement de la douleur lors des crises. Je vous laisse écouter quelques extraits. Je suis infirmière douleur depuis une dizaine d'années. J'interviens auprès des patients de la clinique essentiellement. Je ne fais pas de consultation externe. Et pour me spécialiser, j'ai fait passer un DU douleur en supplément. Et tous les ans, je suis formée aux dernières recommandations de la prise en charge de la douleur. Et je me suis formée spécifiquement à l'endométriose pour assurer l'HDJ endométriose. Sinon, je suis beaucoup appelée sur des douleurs post-opératoires essentiellement, qui sont des douleurs différentes. Et voilà, je ne fais pas partie d'une équipe mobile de douleurs chroniques, mais par contre, on est tous formés à la douleur chronique puisqu'elle est malheureusement courante et mal soulagée. Voilà. En termes de douleurs, donc ce que je voulais vous expliquer, c'est que ces douleurs, comme ça fait 2 ans qu'elles reviennent cycliquement à chaque règle, elles sont comptées comme des douleurs chroniques, même si elles durent pas tout le mois entier. Du fait qu'elle soit cyclique, c'est compté dans de la douleur chronique. Et cette douleur chronique, il faut absolument la calmer dans les crises parce qu'elle a un impact important, elle a un impact direct sur votre cerveau. Avec 3 zones qui sont touchées, la zone de la cognition, de la compréhension, de la mémoire, donc on perd ses mots, on perd la mémoire, on croit qu'on perd la tête, mais en fait c'est la douleur qui agit sur cette zone-là. Sur la zone de la sensibilité, c'est-à-dire on est plus sensible dès qu'on nous touche. Par exemple, un rapport sexuel peut devenir plus douloureux alors qu'il ne devrait pas l'être, ou même des fois une caresse, tout simplement, au niveau abdominal, le plus souvent quand même, et pubien. Donc il joue beaucoup. Et sur les odeurs aussi, dans cette zone de sensibilité, c'est-à-dire qu'il y a des odeurs avant qui ne vous dérangeaient pas et qui peuvent devenir de plus en plus désagréables. Ça, c'est lié à la douleur aussi. Ce
qu'on appelle la peine matrix dans le sens où c'est les 3 zones vraiment touchées par la douleur. Et la 3e, c'est les humeurs, c'est-à-dire tout ce qui est variation d'humeur. Ça peut aller de la tristesse. Alors on se croit un peu déprimé quand on est douloureux, mais en fait c'est pas une vraie déprime, c'est parce que cette zone est touchée par la douleur. Voilà. Donc c'est très bien connu maintenant des douleurs chroniques. Et elles atteignent assez vite, on va dire, dans les premiers mois de douleurs cycliques comme ça, elles atteignent assez vite le cerveau. Donc on appelle une atteinte centrale. Il n'y a plus donc une douleur que périphérique. Et donc le cerveau, à chaque cycle, si elle n'est pas calmée, cette douleur, le cerveau, inconsciemment bien sûr, va vous renvoyer des douleurs de plus en plus fortes et de plus en plus étendues. Donc le message, c'est vraiment de calmer les crises, vraiment, en associant du traitement médicamenteux et du traitement non médicamenteux. Mais le traitement médicamenteux est important parce qu'il a une action périphérique. L'anti-inflammatoire va diminuer l'inflammation liée à l'endométriose au niveau périphérique. Et moi, je vous conseille d'associer du paracétamol parce qu'il vient d'être découvert qu'il a une action centrale aussi. Donc, c'est l'association anti-inflammatoire qu'on a le droit de prendre avec 1 gramme de paracétamol. D'accord ? On passe rarement au traitement supérieur qui est un dérivé de la morphine, sauf si vraiment vous êtes plié en 2 et que vous avez une éviction de votre travail ou scolaire si vous êtes étudiante. Ce qui aggrave aussi les douleurs, les facteurs aussi déclenchants, vous avez vu avec la diététicienne, ce sont certains aliments. Ensuite, c'est l'activité de port de charge. Donc ça, il faut faire très attention à ne pas porter pendant ces périodes-là. Même en dehors d'ailleurs, faire très attention. Et après l'activité physique, on nous dit oui, il faut bouger, on est d'accord, mais il y a des activités sportives qui jouent beaucoup sur l'abdominaux, donc les muscles abdominaux, et donc ça tire un peu plus. Donc il faut favoriser une activité plutôt du haut du corps. Et bien sûr de la marche, ça c'est l'idéal. La bouillotte marche très bien, mais ça suffit pas souvent. Est-ce que vous a prescrit le TENS, la stimulation électrique bon, alors ça, sans contre-indication aucune, la stimulation électrique cutanée est le meilleur traitement de l'endométriose. C'est une sensation de petit fourmillement par de l'électricité qui se met au niveau, alors vous, ça sera à gauche, et quand, si vous avez la prescription là rapidement, le prestataire qui va vous vendre l'appareil viendra vous montrer exactement comment ça fonctionne. Il y a un programme à utiliser, c'est acupunctural juste, c'est-à-dire que ça doit vous provoquer que du petit fourmillement, une sensation agréable qui va couper la chaîne de la douleur vers le cerveau, et ça c'est hyper important. Donc c'est des séances d'une demi-heure à 1 heure, plusieurs fois par jour, il n'y a pas de contre-indication. On peut le faire même quand on a un projet de grossesse, on arrête juste pendant la grossesse, mais sinon il n'y a pas de contre-indication. C'est le meilleur traitement aujourd'hui de la crise en tout cas. Pour tout ce qui est douleur plutôt continue, constante, si vous n'avez rien contre, il y a des huiles essentielles, l'aromathérapie qui fonctionne très bien. Et c'est une synergie, alors je vous conseille de les acheter en bio, plutôt en pharmacie idéalement pour avoir... Et l'idéal, c'est donc de faire la synergie, c'est-à-dire le mélange des 3 huiles essentielles, lavande vraie, basilic tropical et golteri, en sachant que le basilic tropical va vous aider aussi pour les troubles du transit. Ce sont des huiles essentielles qui sont concentrées, donc vous voyez, vous mettez 7, 5 et 3 gouttes, que vous mélangez dans une huile végétale, alors ça peut être noisette, avocat, qu'est-ce qu'on m'a dit aussi, monoï, ce que vous voulez, de l'huile d'olive aussi ça marche. Il faut toujours la diluer, et ça c'est en massage sur le ventre et sur le dos, parce que vous avez mal au dos aussi, même en continu, pas que pendant les crises, mais surtout pendant les crises. Donc ça a un effet, c'est bien aussi parce que ça détend de le faire le soir au coucher, et en plus ça diffuse toute la nuit et ça enlève les plus gros des douleurs à type de contraction, mais aussi les douleurs lombaires. Ce qu'on fait, c'est qu'on essaie par exemple 1 mois et on pose 1 semaine. On fait une fenêtre thérapeutique d'1 semaine, en dehors des règles justement, La semaine, il faudrait qu'elle tombe en dehors de l'ovulation et des règles, mais vous pouvez l'utiliser pendant 1 mois continu, et même le matin, le soir, l'après-midi, quand vous avez mal, vraiment. Donc l'aromathérapie, ça marche, c'est un peu plus reconnu par le corps médical, parce que c'est vrai que ça, au début, on n'avait pas trop le droit d'utiliser, parce qu'il y avait des interactions aussi.
À part si vous étiez en chimiothérapie pour un cancer, sinon il n'y a pas d'interaction avec les anti-inflammatoires et le paracétamol que vous allez prendre aussi. Voilà, il n'y a même pas de contre-indication avec des dérivés de la morphine non plus, hein. Donc vous n'avez pas de risque. Ce qui fonctionne, c'est d'utiliser tout ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. La HDJ, elle est là pour vous donner des clés. Ce n'est pas de prendre une et puis c'est pareil pour les huiles essentielles, c'est pas en prendre une seule et essayer de dire ça marche pas et en prendre une autre. Non, c'est vraiment faire le mélange des trois. Et pareil de tout ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est l'ensemble en fait qui va être efficace. Et si vous avez l'atelier hypnothérapie, l'hypnose aussi, l'auto-hypnose, tout ça va faire que vous allez avoir des crises de moins en moins fortes. Et qu'est-ce qui va se passer au niveau central ? Le cerveau va arrêter de vous envoyer des douleurs plus fortes, aux règles d'après, etc. Alors que si vous la calmez pas, ça ne va faire qu'amplifier et augmenter et ça devient après insupportable, invivable. Et pour les anti-inflammatoires, on m'avait quand même dit de faire attention à ma consommation. Alors, les dernières consignes, c'est pas plus de 5 jours à la suite. Par contre, dans les 2-3 jours, le tout c'est de les prendre en systématique, pas attendre d'avoir mal. Or, souvent, on les prend quand on a mal. Non, là, vous gardez matin, midi, soir, le paracétamol et l'anti-inflammatoire pendant 2 jours. Il faut la calmer, cette douleur. Il faut pas attendre d'avoir mal. Ça, c'est hyper important. Et 5 jours, et après, il faut poser là plutôt 2 semaines. Et vous pouvez reprendre 5 jours à la suite. Si vous avez des douleurs de type mal d'estomac, des gastralgies qu'on appelle, là, il faudra voir pour rajouter un protecteur gastrique. Mais tant que vous êtes jeune, avec des estomacs pas trop abîmés, pas d'ulcère d'estomac, ça c'est contre-indiqué avec l'ulcère. Il y a plus de contre-indications effectivement avec les anti-inflammatoires. Et puis le rein, il faut beaucoup boire aussi pendant ces périodes-là. Le rein est le seul qui élimine ces traitements-là. Mais le message, c'est vraiment de pas dire je vais supporter, ça va aller, je vais la supporter la douleur. Non, c'est une erreur en fait. Et donc ne pas penser que, parce qu'on nous a souvent dit la douleur c'est dans la tête. Alors c'est pas faux quelque part puisque je viens de vous expliquer que ça touche le central, mais c'est pas psychologique. Ce n'est pas une douleur. Par contre, elle peut atteindre tellement tout ce qui est humeur. On passe, je vais bien, je vais pas bien, je vais bien. J'ai l'impression que je suis en déprime, je perds la mémoire et tout. Voilà, ça c'est pas que psychologique. Il faut savoir que la douleur est en cause. Et donc quand on la comprend mieux. Déjà, on l'accepte un petit peu mieux, mais surtout, on comprend qu'il faut la calmer. C'est le message vraiment que j'avais à passer. Voilà, on a toujours entendu ça. C'est normal d'avoir mal pendant ses règles, il faut supporter, c'est la condition féminine. Non. Aujourd'hui, elle est comprise. Et vous verrez que ça ira mieux aussi moralement et tout ça. Merci beaucoup. Donc bonjour, je me présente, je suis psychologue dans la clinique et j'interviens dans le cadre des hôpitaux de jour en endométriose, la raison pour laquelle vous êtes ici aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des psychologues dans votre vie, parce que c'est vrai que mon intervention ici, c'est pas la même chose que quand on va voir quelqu'un. On se voit une fois, c'est vraiment pour faire le point concernant l'impact de l'endométriose sur votre qualité de vie, dans différents domaines de vie, dans vos relations aussi, le côté émotionnel, et c'est important qu'on puisse faire le point et voir si vous auriez besoin effectivement d'un accompagnement ou d'un soutien, quelque chose peut-être d'un peu plus régulier ou ponctuel, mais en tout cas que vous puissiez avoir recours à quelqu'un à l'extérieur, une ressource professionnelle si jamais vous en avez besoin ou si jamais vous en ressentez le besoin, que ce soit aujourd'hui ou plus tard. Alors, c'est vrai que tout ce qui est humeur, la douleur chronique, c'est une torture. Le manque de sommeil, la douleur chronique, je pense que vous avez aussi peut-être cette problématique de fatigue. Donc en fait, vous cochez toutes les cases pour avoir une humeur qui va être changeante en fonction justement des symptômes que vous allez ressentir quand vous allez les ressentir. Donc tout ça, en fait, je pense que quiconque va souffrir physiquement et va être en dette de sommeil parfois, je ne sais pas si on peut aller jusqu'à la dette de sommeil, mais en tout cas en trouble du sommeil, va ressentir ces changements d'humeur. Ça, c'est humain. Alors après, comment les gérer, ça, c'est encore autre chose. Je ne sais pas si vous avez la possibilité dans votre quotidien, par rapport à votre travail, par rapport à votre vie familiale et sociale, de vous accorder des temps différents dans ces moments-là, que quand vous souffrez moins ou pas, ou que votre sommeil est OK. C'est-à-dire que vous commencez à vous connaître.
Donc un peu avant vos règles ou pendant vos règles, l'idée c'est de se dire ok, je sais que là je vais rentrer dans une période qui peut être délicate pour moi, je m'écoute et je fais ce qui me semble être le mieux pour moi. L'idée c'est de se dire je sais que j'ai l'humeur qui va changer, ok. Donc c'est comment votre entourage aussi est au courant de ça. C'est aussi dans la relation aux autres, dans la communication avec les autres que ça peut être aidant pour vous. C'est aussi dans ces moments-là de difficulté qu'on se rend compte qui peut être à l'écoute et qui peut être bienveillant ou pas. Donc c'est toujours des moments très difficiles émotionnellement parce que c'est des prises de conscience que tout le monde ne peut pas être attentif et sensible et à ce que vous allez vivre et peut-être effectivement du coup que ce ne sont pas les meilleures personnes qui peuvent partager votre vie. Bon, mais c'est hyper difficile. Mais c'est aussi ça qui va permettre de voir qui peut l'être, qui peut être près de vous pour traverser tout ça. Peut-être ce travail, j'aime pas trop parler d'acceptation, mais d'adaptation. D'adaptation à ce que vous pouvez traverser, que ce soit physiquement ou même par rapport à vos changements d'humeur. Adaptation, ça veut pas dire tout accepter et ne rien faire. Ça veut dire aussi, ok, je sais, je me connais, je traverse ça. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour me sentir mieux et qu'est-ce que je peux mettre en place pour que mon entourage ou les gens que j'aime ou que j'aimerais rencontrer ou avec qui j'aimerais faire plus ample connaissance puissent aussi comprendre ce que je vis. Donc l'idée c'est la communication. De toute façon, moi je pense qu'il n'y a pas de bonne relation sans une communication claire et un peu transparente. Attention, pas avec tout le monde, mais en tout cas les gens qui vous intéressent. Et ensuite, c'est peut-être découvrir de nouvelles choses. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place quand vous commencez à sentir que ça devient compliqué pour vous sur le plan émotionnel et sensibilité ? Nous revoilà ensemble, la bulle. Du coup, la suite de la matinée va se passer comme ça. Donc j'ai vu jusqu'ici la diététicienne, l'infirmière spécialisée dans la douleur et ensuite la psychologue. Donc j'ai dû changer de bâtiment là pour aller voir la gynécologue dans le bâtiment d'à côté. On va parler de la question du traitement hormonal. Je ne suis pas sûre de pouvoir enregistrer, mais je vous fais un débrief juste après. À très vite. Bon voilà, j'ai fait le rendez-vous avec ma gynécologue. Et vous savez, elle a insisté sur l'importance aujourd'hui d'écouter et soulager les personnes au regard des symptômes, notamment douloureux. J'ai retenu ses propos. Écoutez bien. Parfois, on ne voit rien sur certaines imageries. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'endométriose. Par exemple, les adhérences, on ne peut pas les voir et elles peuvent entraîner une symptomatologie douloureuse importante et invalidante. Parfois, certaines ont une endométriose avec des lésions profondes, graves, au regard de l'imagerie, mais leur maladie est asymptomatique. Et cette phrase en particulier qu'elle a pu dire va rester gravée en moi. Vous savez, si vous dites que vous avez mal, je vous crois. Voilà, donc je dois passer l'IRM aussi et elle m'a proposé un traitement hormonal appelé Sawis. C'est une pilule qui arrête les règles. C'est pas obligatoire, mais ça semblait vraiment indiqué pour moi au regard de ma symptomatologie et mes douleurs. Elle m'a dit que ça allait éteindre le feu, tellement ces douleurs commençaient à peser et à avoir un impact dans toutes les dimensions de ma vie. Donc du coup, je vais y réfléchir. J'ai aussi eu une ordonnance pour de la phytothérapie qui s'appelle Endocalm. Voilà, et tout ça, ça va se faire parallèlement aux autres solutions proposées par ses collègues de l'hôpital de jour. Bonjour, moi je suis ostéopathe, donc je fais partie de la JDJ endométriose. Je suis spécialisée donc gynécologie, endométriose et fertilité. Donc vous allez vous allonger sur la table et on va aller regarder un petit peu donc le petit bassin, la sphère gynécologique, digestive. On va aller voir le foie, on va aller voir aussi tout ce qui est le diaphragme. Souvent avec les douleurs, on a des tensions au niveau du diaphragme. Donc on va aller relâcher les tensions au niveau du diaphragme. Il y a l'aorte abdominale qui passe aussi. Donc le fait de relâcher ici, ça va mieux vasculariser le ventre et le petit bassin. Voilà. Après, on va aller voir aussi au niveau base du crâne, cervicale. Au niveau de la boîte crânienne, il y a l'hypothalamus hypophysaire. Donc en fait, libérer toutes les tensions au niveau du crâne. Et puis quand je dis petit bassin, c'est aller voir le sacrum, les ligaments utérosacrés. Enfin voilà, on va regarder tout ça s'il y a des tensions par rapport à toute cette zone. Juste, je vois une kiné assez régulièrement depuis 1 mois ou 2 qui travaille déjà un peu en viscéral et au niveau du diaphragme et de mes douleurs. Voilà, mais elle m'avait dit qu'une prise en charge ostéo parallèle pouvait être intéressante. De toute façon, kiné et ostéo, on travaille ensemble. Le but, c'est que vous ayez moins de tension et que dans la vie active, vous arrivez à gérer le mieux possible toutes ces douleurs.
Moi, je travaille beaucoup avec les kinés aussi parce qu'on fait pas la même chose. Moi, j'essaye de tout rééquilibrer un peu le feedback de la tête jusqu'aux pieds. Et la kiné se focalise aussi plus sur les points sensibles. Là, ma fin des règles était jeudi, j'ai un peu ramassé, je suis encore très gonflée, vous allez voir. Donc je vous confie ça. De toute façon, si vous avez des douleurs, n'hésitez pas à me le dire. Moi, le but, c'est que vous soyez en confiance et détendu. Si c'est douloureux ou trop douloureux, on va voir ailleurs, on touche pas. Voilà. Ça va quand j'appuie, vous me dites. Hein. Bien, ça va. Bon sang, on voit qu'il y a des petites tensions. Souvent, pendant les règles, c'est impossible de me toucher, mais c'est plutôt côté ovaire gauche. Au gauche, ouais. Ouais. Et au niveau de... Et lombaire, ouais. Et lombaire. Là, j'ai encore mal au dos, par exemple. Ok. La kiné travaille le psoas, vous en a parlé, les étirements du psoas. Elle m'a fait des fois, je crois, ouais. Moi, là, je traite un peu aussi le foie pour détoxifier et drainer. Et aussi, on va aller voir la base du crâne, là. Ça va quand j'appuie, là Ouais. On pousse là plutôt, quoi. D'accord, on pousse le genou contre moi, voilà, on étire, ça va. Ouais, c'est là que ça tire un peu. C'est supportable? Ça va. On me dit, hein? Non, ça va. Ok, on relâche. On pousse vers la droite. Mais c'est exactement le point où j'ai encore mal, là, un peu. Ok, vers la gauche. Vous sentez? Oui, non, c'est très douloureux, là. Ça bouge pas très très bien, hein? Non. Sans parler de l'endométriose elle-même, le fait, comme on dit, quand on a une endométriose, on se contracte parce que c'est douloureux. Oui, c'est ça. Donc, ça travaille sur rien que le fait de relâcher les tensions au niveau du crâne, au niveau du diaphragme, au niveau viscéral, ça impacte moins sur l'endométriose elle-même. Et ça diminue les douleurs mécaniques. Mécaniques, viscérales. Donc, traiter l'endométriose en soi, non, il n'y a pas d'études qui ont été... Oui. Mais le fait rien que le fait de traiter l'environnement qui est autour, souvent, si on a des problèmes digestifs, donc si on relâche les tensions au niveau viscéral, déjà on a moins mal au dos, ça impacte moins, ça comprime moins. Après... pareil, aller relâcher le périnée, tout ce qui est pubis, périnée, sacrum, relâcher les tensions ici, ça peut jouer sur les ligaments hétérosacrés, moins comprimés, enfin voilà. Comme on disait, le diaphragme, il y a le plexus solaire, donc il y a toutes les émotions, donc le fait de relâcher ici aussi, ça permet de mieux oxygéner les organes, de mieux respirer, de retrouver une meilleure amplitude au niveau de la respiration. Et donc le fait de mieux respirer, ça joue aussi sur les organes. Enfin voilà, après tout est... Ouais. Et le but c'est que quotidiennement ça soulage la personne. Mécaniquement on peut avoir un impact. Vous voyez déjà? Ouais, ça... Tout à l'heure C'était tout bloqué et ça y est, là on a retrouvé la mobilité, c'est moins comprimé. Donc rien que ça va vous faire bien, ça va soulager. Et puis comme on dit aussi, porter tout sur ses épaules, c'est pas qu'une expression, on a plein de dos. Donc le fait de relâcher toutes ces tensions qu'on a, on inspire et on souffle. Encore une fois. Puis c'est comme tout, je pense que pour traiter une douleur, une maladie, c'est le travail en équipe. Et c'est le fait d'être accompagné avec une gynéco, kiné, des regards croisés, naturo, psychologue, tout ce qui... c'est le travail en équipe qui fait que on arrive à soulager on espère soulager le mieux possible les patients. Mais vous voyez là, c'est lâché. Faut que ça dure. On inspire et on souffle. Même là, je sais pas si vous voyez au niveau du foie et du diaphragme, c'est plus... Là, c'était assez sensible ici tout à l'heure. Ça va mieux quand j'appuie? Ouais. On relève les fesses. On pose. Là, je regarde le sacrum, coccyx. Voilà, je fais une petite traction là pour un peu libérer. Ça va? Oui. Et ça lâche un peu aussi. Voilà. Ça va? Oui. Ok.
Hop, on se rassoit doucement. Ça va pas votre tête qui tourne? Non, ça va. Vous voyez déjà c'est un peu plus souple aussi au niveau des trapèzes. On inspire. Ouais, vous retrouvez un peu d'amplitude, je sais pas si vous sentez. Inspirez. Là, le thorax ou... Ouais, avec le thorax. Ça, voilà, ça gonfle bien là. Et donc du coup le diaphragme il est plus détendu. Ça va quand j'appuie ici? Ouais. Ok. Vous inquiétez. Donc là on a tout rééquilibré. On a relâché pas mal de choses. Donc le corps va travailler aussi. Voilà, si vous êtes un peu fatigué, c'est normal. Ça peut travailler un petit peu. Donc des fois, soit ça lâche, soit ça tire un petit peu. Voilà, vous pouvez vous rhabiller. Merci. Nous revoilà ensemble, la bulle. Ma matinée à l'hôpital de jour est terminée. Il me manquera juste la médecin, je crois, hypnothérapeute, que je verrai dans un second temps. Voilà, mais c'était vraiment très intéressant. J'ai pu avoir un échange pour terminer avec l'infirmière coordinatrice, que vous allez découvrir d'ailleurs. Je vous en passe des extraits. Merci de me permettre de vous poser quelques questions. Du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu plus en détail votre rôle et j'ai quelques questions aussi sur le service. Et depuis quand existe-t-il? Est-ce que vous pouvez le présenter, la prise en charge globale au sein de la clinique Bellara? Alors ce projet est né suite à la labellisation de la clinique Bellara comme centre référent d'endométriose. De ce fait, pour améliorer la prise en charge, il a été décidé de créer ce service d'hôpital de jour pour permettre aux patientes donc de rencontrer une équipe pluridisciplinaire, de pouvoir les orienter dans le territoire pour améliorer la prise en charge et leur offrir un parcours de soins personnalisé. Donc moi, mon rôle a été de mettre en place, bien sûr pas toute seule, avec toute l'équipe, l'organisation, les objectifs de ce service, conjointement avec ma hiérarchie, avec tous les médecins impliqués dans la prise en charge médicale et chirurgicale de la pathologie, ainsi qu'avec tout le corps de métier paramédical impliqué dans cette prise en charge. Et donc le service s'est lancé, toute l'organisation, la réflexion a été réfléchie et mise au point. Moi j'ai pris mon poste au mois d'octobre. Et en octobre, novembre et décembre, avant les fêtes, l'objectif a été de tout mettre bien en place pour pouvoir commencer sereinement à accueillir des patientes dès le début d'année 2024. On accueille des patientes sur les matinées du lundi et du vendredi. Jours pendant lesquels les médecins sont présents, jours pendant lesquels nos locaux peuvent permettre d'accueillir des patientes. Donc ça a été un début de prise en charge en douceur qui a assez vite pris en nombre de patientes. Donc on a fait nos tests d'organisation avec les équipes et moi mon rôle ça a été donc au-delà de cette mise en place-là de contacter les patientes, d'organiser tous les rendez-vous, d'organiser la coordination entre les différents intervenants le jour J et un peu personne ressource pour les patients avant et après leur hospitalisation. Donc il y a un hôpital de jour douleur, fertilité et chirurgie, c'est ça? Et c'est bien 3 services séparés avec une coordination indépendante ou comment ça se passe? Il y a bien 3 types de parcours qui ont été mis en place. Effectivement, prise en charge de la douleur, prise en charge de la fertilité liée à l'endométriose et préparation, préhabilitation à la chirurgie de l'endométriose. Les intervenants qui interviennent dans ces 3 parcours sont sensiblement les mêmes. Le parcours de fertilité est un peu plus long à mettre en place parce que organisationnellement, il y a quelques petits détails qui diffèrent. Ce qui ne nous a pas empêché de prendre en charge déjà quelques patientes pour lesquelles c'est un sujet à aborder. Moi, j'ai accès aux comptes rendus médicaux des praticiens qui m'adressent leurs patientes et de ce fait, ça me permet de transmettre à chaque intervenante un résumé de la pathologie de chaque patiente afin qu'elle puisse avoir un discours approprié à l'étape de chaque patiente dans leur maladie. Les patientes qui sont en projet de grossesse, les patientes qui vont être opérées et les patientes pour lesquelles, pour l'instant, le sujet numéro 1, c'est la prise en charge de la douleur. Voilà, donc effectivement 3 parcours différents, mais surtout sur les discours des professionnels qui sont adaptés à la patiente. Sur ce focus autour de la douleur, là, de mon expérience, j'ai l'impression que c'est de trouver
au cas par cas un petit peu un compromis entre tout ce qui est traitement hormonal, question de la chirurgie quand ça se pose, et les soins de support, et essayer d'avoir une vue d'ensemble autour de tout ça, et ce côté pluridisciplinaire qui ressort un peu, et on va attendre de plus en plus vers ça, je crois. Oui, le but, c'est vraiment que chaque professionnel puisse donner d'autres alternatives non médicamenteuses à la gestion de la douleur. Les coordonnées, les professionnels de ville vers lesquels on adresse les patientes permettent aussi de faire un relais sur le territoire pour que les patientes puissent bénéficier de soins de support adaptés. Vraiment, l'idée est de créer un réseau qui vienne compléter les alternatives qui ont été proposées aux patientes pendant la matinée. Et j'ai une question un peu plus large sur cette question de la douleur et de la vie quotidienne des personnes qui sont concernées. Dans toutes les dimensions de la vie, il y a eu des débats là sur la question du congé menstruel, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou en tout cas, comment cette dimension de la douleur peut s'impacter dans toutes ces dimensions de la vie, notamment du travail, et de comment gérer douleur et vie quotidienne, quoi. Moi, alors mon avis personnel, c'est qu'effectivement, dans les retours qu'on a de beaucoup de patientes, c'est bien sûr un des points les plus impactants quand vous parlez de vie professionnelle et comment gérer ça. Moi, j'ai la sensation qu'avec le plan national de prise en charge de l'endométriose, la mise en place de ce genre de parcours comme ce qu'on a pu mettre en place ici, j'ai l'espoir que ça ait un impact positif à moyen terme, parce que court terme, ça serait peut-être un peu utopiste, mais d'en parler, de sensibiliser les établissements, les entreprises, etc. J'ai l'espoir que dans les hiérarchies, il y a un peu plus d'écoute et de compréhension de cette maladie qui, en fait, pour l'instant, n'est pas encore connue de tous. Et j'ai vraiment l'espoir que ce plan qui a été mis en place permette de sensibiliser au maximum, et qu'à moyen terme, il y ait plus de choses mises en place pour aider les patientes dans leur quotidien au travail. Et je pense également qu'il faut sensibiliser et informer aussi les patientes que, en fonction de leur pathologie, il y a une possibilité de bénéficier de l'ALD, qui pourra être aussi, je pense, bénéfique dans leur vie et permettre de prouver quand même à leurs employeurs qu'en fait, elles sont atteintes d'une vraie maladie et qu'il faut pouvoir mettre en place des choses au quotidien pour améliorer leur qualité de vie au travail. Je pense qu'aussi ce plan endométriose qu'on a ciblé sur la vie professionnelle, sur la prise en charge de la douleur, moi je suis assez confiante dans la science. Voilà, j'ai toute confiance en toutes ces personnes qui travaillent au quotidien pour traiter des maladies, qu'elles soient très graves comme le cancer ou d'autres maladies comme l'endométriose qui est en train d'être connue. Et j'ai l'espoir aussi, comme pour d'autres maladies inflammatoires qui existent, notamment les maladies de Crohn et rectocolite hémorragique qu'on accueille aussi en hôpital de jour, pour qui les essais cliniques et les recherches ont permis de trouver des traitements qui soulagent quand même bien ces pathologies inflammatoires, même si le système chaque maladie est différente, c'est bien sûr pas la même chose, mais j'ai aussi l'espoir qu'en termes de recherche médicamenteuse, encore une fois à moyen terme, les chercheurs puissent trouver des traitements qui améliorent ce processus inflammatoire et qui soulagent les patientes. Vous pensez qu'il y aura un traitement curatif un jour? Dans la vie, il faut garder espoir et être confiant, et j'ai espoir, voilà. Voilà la bulle, vous avez pu suivre mon immersion au sein de cet hôpital de jour douleur et endométriose. Bon, j'ai pas pu enregistrer la séance d'hypnose en petit groupe. On a travaillé sur des stratégies de gestion de la douleur quand celle-ci nous empêche de mener notre vie normalement. Le but, c'est de trouver des ressources internes pour mieux l'affronter. Il y a un point de départ, c'est un état de conscience modifié qui est travaillé avec la thérapeute lors de la séance. Bon, de manière générale, l'hypnose ne consiste pas, contrairement aux idées reçues, en une perte de contrôle ou d'atteindre un état de sommeil éveillé, mais plutôt de favoriser une concentration accrue à l'instant T. On conserve totalement notre libre arbitre, mais on est plus réceptive aux suggestions du ou de la thérapeute. Là, en l'occurrence, c'est comme si on apprenait pour l'endométriose à notre cerveau à se détacher de la douleur. Bref, la thérapeute nous a aidé à matérialiser la douleur qu'on ressentait par des images et trouver des solutions face à ça. Bon, tout le monde n'est pas réceptif, évidemment. Il faut parfois plusieurs séances pour appréhender cette technique. Voilà, en tout cas, vous avez eu un condensé de solutions existantes. C'est assez intéressant, je trouve, de mettre bout à bout ces différentes approches complémentaires. Il s'agit après pour chacune d'en faire le bilan et de se les réapproprier au quotidien, si ça a du sens pour nous. Et cet accompagnement pluridisciplinaire, comme le fait cet hôpital de jour, est vraiment très intéressant. Après, il faut pouvoir trouver des relais hors de l'hôpital, de la clinique, autour de chez nous, et c'est pas toujours évident, me semble-t-il, suivant où l'on vit. Bref, merci en tout cas pour votre écoute pendant cette expérience sonore atypique.
Nous voilà la bulle quelques mois plus tard, après mon passage à l'hôpital de jour. Il me semblait intéressant de vous faire un petit bilan après délai. Déjà, je tente de mettre en place l'alimentation anti-inflammatoire dont la diététicienne a parlé dans ma vie de tous les jours. J'ai beaucoup diminué le mauvais sucre, produits industriels, etc., l'alcool qui est pro-inflammatoire, la viande rouge, les plats préparés, etc. Je favorise d'autres aliments à base de blé complet ou riches en oméga 3, les fruits, notamment les fruits rouges, les légumes de saison, et le plus possible de production locale et bio. Le bio parce que, elle l'a dit, ça limite l'exposition aux pesticides qui sont des perturbateurs endocriniens, potentiellement impliqués dans l'endométriose. On en trouve dans l'alimentation, mais pas que, dans les cosmétiques, les produits d'hygiène, d'entretien, etc. Partout en fait. Du coup, j'ai aussi limité tous les mauvais produits dans mon quotidien. Après, c'est sûr que ça demande de l'organisation et des moyens financiers, notamment pour le bio. Parallèlement à tout ça, grâce à la consultation avec l'infirmière spécialisée dans la douleur, j'ai investi les huiles essentielles conseillées, je teste la neurostimulation électrique transcutanée ou TENS. Donc vous savez, c'est l'appareil dont elle a parlé, je l'ai en location et je le relie via des électrodes à la zone douloureuse. Je l'utilise au besoin en cas de douleur résiduelle. Je dis résiduelle car j'ai accepté de débuter le traitement hormonal dont j'ai parlé. Et puis évidemment, je continue mes séances hebdomadaires de kiné. Je vais réaliser des séances biannuelles d'ostéopathie et je tente aussi l'auto-hypnose suite à l'hôpital de jour. J'ai aussi passé l'IRM avec une radiologue formée, j'ai appréhendé beaucoup. Et certaines choses se sont concrétisées sur l'imagerie, d'autres un peu moins. En effet, il n'est pas exclu que des adhérences soient présentes chez moi, mais ça ne se voit pas aux images, comme j'ai déjà dit. Du coup, aujourd'hui, pour que vous sachiez un peu comment je me sens et comment ça se passe dans ma vie, évidemment, je n'ai plus mes règles. C'était le principal souci pour moi. Du coup, il est clair que sans les règles, sans ces douleurs très impactantes, je fonctionne beaucoup mieux au quotidien. Ça m'empêche plus, chaque mois, de faire du sport, de mener ma vie. Ça a moins d'impact sur mon activité professionnelle, etc. Par contre, c'est vrai, ça reste une contrainte d'allier tous ces éléments dans sa vie. Il faut penser au traitement, il faut penser aux traitements complémentaires, la phytothérapie, les huiles essentielles. La question de l'alimentation anti-inflammatoire, je trouve que petit à petit, ça m'aide beaucoup. Par contre, c'est vrai que c'est un changement d'habitude quand même. Et socialement, c'est vrai que, par exemple, l'alcool, je m'y habitue bien de pratiquement plus boire, mais c'est vrai que ça crée des situations parfois d'incompréhension et j'ai pas forcément envie d'expliquer en fait pourquoi. En résumé, malgré ces contraintes, effectivement, je me sens quand même beaucoup mieux aujourd'hui. Il reste cette fatigue résiduelle et je dois peut-être réfléchir à avoir des temps de pause plus importants. Et à voir comment ça évolue, qu'est-ce que je décide pour la suite, parce que l'idée du traitement hormonal notamment, c'était d'éteindre le feu comme je l'ai dit. Pour l'instant, je préfère le garder parce que ça me rassure. Et avec ma gynécologue, on verra bien si on part vers un arrêt progressif ou pas dans l'avenir. Pour finir, cet hôpital de jour, il faut savoir aussi que ce genre de structure fait le lien avec des associations du territoire et organise des permanences pour les rencontrer. Ça a été le cas de Endo France, l'association dont j'ai déjà parlé, et une association locale qui s'appelle Elle la vie l'avenir, qui a réalisé un court-métrage du même nom pour sensibiliser le grand public. Voilà en tout cas pour ce petit bilan. Mais n'hésitez pas, vous savez, à vous renseigner autour de vous, questionner Internet, mais aussi toute ressource existante pour trouver au plus proche ce type de centre spécialisé. Et vous savez, c'est beaucoup d'émotions pour moi de vous avoir amené dans cette immersion. Et je vous remercie de votre écoute. Vous savez, les femmes et minorités de genre qui sont atteintes d'endométriose se battent toujours, en tout cas, pour une reconnaissance de leur maladie dans différentes dimensions de leur vie, notamment sur le plan professionnel. Du coup, pour compléter ce deuxième chapitre du documentaire, je vous propose un dernier épisode pour entendre la voix d'autres femmes ayant voulu témoigner de sujets spécifiques, mais aussi la voix de spécialistes. On va pouvoir creuser cette question de la douleur dans l'endométriose. À très vite pour ce dernier podcast. La Bulle, un voyage immersif pour les droits des femmes. Un podcast participatif confectionné par Lulu, femme engagée avec vous. La Bulle. Alors, et vous ? Imaginez-vous aussi que l'atteinte de l'égalité réelle dans le futur passe par l'accès à la santé pour toutes ? Si vous voulez continuer ce voyage avec La Bulle, le podcast,
Retrouvez-la sur Radio Cultura et autres plateformes d'écoute et sur les réseaux sociaux. Partagez ce podcast auprès de vos proches et découvrez les 3 autres épisodes de cette série Accès à la santé pour toutes, le cas de l'endométriose, une fiction avec un voyage temporel pour imaginer l'égalité du futur, un entretien témoignage et un débat pour compléter ce documentaire. Radio Cultura .eus